Bonsoir Manuel Bompard, député des Bouches-du-Rhône, coordinateur de la France Insoumise. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir accepté de répondre aux questions que soulève la parution de ce livre, La Meute, enquête sur la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Menaces, harcèlement, violence, purge, dérive autoritaire, propos antisémites. C'est un portrait très sombre qui est dépeint du système Mélenchon par les journalistes Charlotte Belaïch de Libération et Olivier Perroux du Monde. On va évoquer le fond dans un instant, mais juste avant, est-ce que vous redoutiez, parce que vous avez participé à cette enquête, vous avez été interrogé, est-ce que vous redoutiez la parution de ce livre et comment il a été accueilli au sein de la France Insoumise ? Avec assez de légèreté, parce que je pense que ce livre est un collage, une collection de ragots, de fausses informations. Vous venez de dire quelque chose d'intéressant. Vous avez dit, et c'est vrai, que moi-même j'ai pu rencontrer ces deux journalistes pendant la conception du livre. Et ce qui est assez curieux comme méthode journalistique et qui devrait peut-être vous interroger, c'est qu'il y a un certain nombre, par exemple, de propos ou de scènes qui me font référence ou des propos qui me sont attribués dans ce livre. Et bizarrement, quand j'ai rencontré ces journalistes, j'ai jamais été interrogé sur ces éléments. Et c'est dommage parce que si j'avais été interrogé sur ces éléments, j'aurais pu dire que c'était faux et sans doute peut-être que ça n'aurait pas été écrit dans le livre. Justement, on va en parler tout à l'heure. Attendez, je termine. Normalement, il y a un principe journalistique, je crois qu'on essaye toujours d'appliquer, ça s'appelle le respect du contradictoire, je crois. Et donc, quand vous interrogez quelqu'un sur des propos se disant qu'il a tenus, quand il vous dit qu'il les a pas tenus, vous les mettez pas dans le livre, ou à minima, vous précisez que lui-même les réfute. Alors justement, on va y revenir tout à l'heure, on viendra, parce qu'il y a tout un passage vous concernant, et on vous demandera justement votre réponse, et c'est pour ça qu'on vous a invité aussi ce soir. Pas que pour ça, j'espère. Pas que pour ça, mais en partie pour ça. Parce que ce livre, évidemment, il suscite beaucoup de questions. Les journalistes décrivent une machine à broyer cadres et militants, un système autocratique où il est demandé une dévotion aveugle au chef. Alors on pourrait se dire qu'ils règlent ça entre eux. Au final, ça concerne que la France Insoumise. Le problème, c'est qu'il y a une dissonance entre les aspirations démocratiques de la France Insoumise, le discours qui est tenu publiquement, et le portrait qui est dépeint du fonctionnement interne de votre mouvement. Peut-être avec le portrait qui est dépeint, mais comme je vous l'ai dit vous-même, comme ce portrait s'appuie essentiellement sur des ragots, des fausses informations, il ne correspond pas, vous savez, à la réalité de ce qu'est la France Insoumise. Vous savez, la France Insoumise, c'est des militantes et des militants qui sont engagés dans un mouvement politique et qui le font autour de convictions qu'ils ont, autour d'un programme qu'ils défendent. Et contrairement à ce que veut laisser croire ce livre, les militants de la France Insoumise, ils passent pas leur temps à faire des dévotions pour un leader ou je ne sais quoi. Vous savez ce qu'ils font, par exemple, les militants de la France Insoumise? Ils font des collectes de solidarité pour les gens qui ont rien à manger. Ils viennent auprès des salariés qui se battent pour défendre leur emploi. C'est pas les militants de la France Insoumise qui sont mis en question dans ce livre. Parce que bien sûr, on a toute la soirée. C'est important quand même de dire ça, parce que à travers ce livre, on dépeint, contrairement à ce que vous alliez sans doute me dire pour me couper la parole, on dépeint des militantes et des militants de la France Insoumise comme étant des gens finalement qui ne penseraient pas, qui ne réfléchiraient pas, qui seraient alignés, comme si finalement le matin quand on se lève, quand on est militant de la France Insoumise, on demande l'avis à Jean-Luc Mélenchon pour savoir si on va prendre un thé ou un café, vous savez. Non, ça correspond pas à la réalité, c'est pas comme ça que ça marche. Donc voilà, moi ce livre, je pense que c'est une fiction. On va y revenir dans le détail, mais quand même, je m'arrête sur ce que vous venez de dire. Ce livre, c'est une fiction, ce sont des ragots. Je précise quand même pour les téléspectateurs qui nous regardent, qui n'ont pas encore lu ce livre, parce qu'il paraît demain. Cette enquête, elle a duré 2 ans. Il y a 200 témoignages, dont de nombreux à visage découvert, qui font écho, d'ailleurs, au complément d'enquête diffusé la semaine dernière sur France 2, qui dépeint le même système autoritaire. Là encore, il y a des preuves. Il y a des preuves à l'appui. Ça ne s'appuie pas que sur des rumeurs. Il y a des faits. Mais madame, par exemple, dans ce livre, il est écrit à un moment que les militants de la France Insoumise, à la France Insoumise, on souhaite que les militants ne pensent pas. Mais la France Insoumise est le seul mouvement politique en France qui a mis en place une école de formation dans laquelle chaque année, il y a 150 militants qui ont accès à des formations, y compris dispensées par des intervenants extérieurs à la France Insoumise. Comment vous comprenez que je prenne ça avec un peu de légèreté, comment on peut écrire à la fois dans un livre
que des militants ne pensent pas et qu'il y a une volonté de la France Insoumise que les militants ne pensent pas, alors que c'est le seul mouvement politique qui a mis en place une école de formation précisément pour que les militantes et les militants aient les outils pour penser. Je vois à quoi vous faites référence. Je vois à quoi vous faites référence et c'est pas les journalistes qui le disent, c'est Sophie Camard qui raconte ce que Jean-Luc Mélenchon a dit, donc ancienne insoumise, qui raconte ce que Jean-Luc Mélenchon a dit un jour à Julien Drey, son ancien camarade socialiste, et il lui a dit « Les militants sont mes bras et mes jambes, et moi je suis la tête, je n'ai besoin de personne pour penser. » En clair, tracter, mais ne réfléchissez pas. Donc vous êtes, madame, en train de m'interroger sur des propos qui auraient été tenus par une personne auprès d'une autre personne qui les aurait répétés à des journalistes. Mais franchement, madame, je suis sûr que je peux trouver des gens qui vont vous dire et qui vont me dire que quelqu'un m'a dit, que peut-être que vous, une fois, vous avez eu des propos qui étaient des propos désobligeants. Enfin, il y en a 200 des témoignages. Non, mais faut partir des faits, vous voyez. Alors justement, j'ai des faits à vous donner. Faut pas partir des rumeurs, des ragots qui sont colportés comme ça, parce qu'en fait, ça correspond pas à la réalité. J'ai des faits à vous opposer, puisque c'est l'expression. Et des faits qui sont connus de tous. Il y a quand même quelques proches de vous et de Monsieur Mélenchon qui ont été purgés, ce qu'on appelle purgés, c'est-à-dire qu'ils ont été exclus. Non, ça c'est pas des faits, ça s'appelle un mensonge. Mais ça s'appelle un mensonge. Précisément dans votre question. On va quand même les citer. Monsieur Corbière, Madame Garrido, Madame Autain. 3 mensonges. Eh ben, écoutez, ils ont été exclus 4, alors de son entourage, quand même. Non, pas du tout, monsieur. Alors, pourquoi ils ne sont plus à ses côtés? Mais attendez, j'apporte juste une précision, et ensuite je vous laisse répondre, Manuel Bompard. J'apporte juste une précision à ce qui a été dit par Yves Tréhard. Effectivement, on a beaucoup parlé de ces cas médiatiques, et ce que dit l'enquête, c'est qu'il y en a eu des dizaines d'autres, beaucoup plus silencieuses. Charlotte Girard, François Coq, Jérôme Kuzmanovic, Manon Le Breton, Hélène Franco, tous ont été expulsés parce qu'un jour, ils ont osé s'opposer au chef. Madame, pardon, mais Monsieur Tréhard vient de dire quelque chose qui est, puisque vous parliez de faits, factuellement faux. En l'occurrence, les personnes que vous avez citées n'ont pas été exclues de la France Insoumise, ce n'est pas vrai. Elles n'ont pas été investies. Comme candidat, comme candidat avec l'étiquette LFI, alors même que c'était leur circonscription. Non mais d'accord, madame, mais attendez, madame, vous êtes journaliste. Ça s'appelle une excommunication en politique. Madame, vous êtes journaliste. Donc quand on est journaliste, on parle de faits, pas d'invention. Donc les personnes dont vous êtes en train de me parler, elles ont appris qu'elles n'étaient pas investies. Attendez, madame. Monsieur Tréhard a dit qu'elles avaient été exclues. Je ne me trompe pas. Vous êtes d'accord? Ce n'est pas vrai. Oui, mais ces personnes-là n'ont pas été investies comme candidats sur leur circonscription. Alors ils étaient tous des candidats, des députés sortants qui ne sont pas réinvestis. Et donc ça vaut exclusion, ça? Et une personne qui est ça s'appelle une excommunication. Non, madame, ça s'appelle un non-investissement. Attendez. Aux dernières élections législatives, ne me coupez pas toute la parole en même temps, sinon ça va être vous la matin ce soir sur le plateau de télévision. Donc il vaut mieux, comme vous m'interrogez sur des faits, vous voyez, j'essaye de vous répondre de manière claire et franche et tranquille. Précisément, les personnes dont vous venez de parler sont des personnes qui ont souhaité être candidats sur une circonscription et n'ont pas été investis comme candidats sur ces circonscriptions. Et qui ensuite, effectivement, ont fait le choix de quitter la France Insoumise. Donc vous pouvez parler d'exclusion, mais ça ne correspond pas à la réalité. Mais ce ne sont pas quand même des personnes, comme vous les appelez maintenant, des personnes qui étaient quand même... Pardon, personne, c'est pas infamant. Non, je vais préciser, qui sont quand même des députés sortants ou des élus importants du mouvement, des compagnons de route de Jean-Luc Mélenchon, qui ont été très très proches. Et ça s'appelle, à mon avis, quand même, de l'excommunication. Vous dites que non. Ah, mais moi, de l'exclusion, alors vous avez changé le terme. Non, mais moi, je n'ai pas... C'est bien que j'ai pu préciser, parce que ça permet que petit à petit, les faits soient rétablis. Non, mais sur le fonctionnement de la France Insoumise, vous êtes favorable à une 6e République. Donc, ça veut dire que demain, la République, votre 6e République, elle fonctionne comme la France Insoumise? C'est-à-dire comme la France Insoumise. Elle excommunie les gens qui ne sont pas d'accord, elle empêche le débat en interne. Les gens dont on parle... je reprends un mot que Jean-Luc Mélenchon aime bien, c'est les gens. Les gens dont on parle, c'est des gens qui étaient très très proches de Jean-Luc Mélenchon. C'est pas des gens qui sont arrivés il y a 2 ans, des gens qui ont toujours accompagné le parcours de Jean-Luc Mélenchon. Et parce qu'à un moment, ils s'opposent à lui, ils n'ont plus le droit de citer dans le mouvement. Mais ça, c'est votre vision des choses. Je vous demande si ce serait le fonctionnement de votre 6e République. Ben non, puisque vous savez, à la France Insoumise, parce que j'imagine que pour venir commenter sur un plateau de télévision le fonctionnement de la France Insoumise, vous devez bien le connaître. Donc vous savez par exemple que tous les 6 mois à la France Insoumise, il y a ce qu'on appelle une assemblée représentative, dans laquelle
il y a des orientations stratégiques qui sont discutées par l'ensemble des groupes d'action du mouvement de la France Insoumise, et que tous les 6 mois, il y a un vote sur la plateforme de la France Insoumise à laquelle les insoumises et les insoumis peuvent se prononcer pour dire s'ils sont en accord ou en désaccord avec la stratégie de la France Insoumise. Et ça, vous le savez pas. Mais ce que dit l'enquête... C'est bizarre, parce que vous venez commenter le fonctionnement de la France Insoumise, vous ne le connaissez pas. Mais vous ne me répondez pas à la question. Ce sont des gens qui étaient très proches de Jean-Luc Mélenchon et qui ont été écartés du jour au lendemain. Alors moi, je vais vous répondre par une question. Dans les faits, dans les éléments, j'ai vu que vous avez montré à peu près toute la journée sur votre plateau des extraits. Non, mais c'est intéressant d'avoir votre réponse, c'est pour ça qu'on prend le temps. Mais je réponds, vous voyez, des extraits du livre. Il y a des éléments qui remontent à il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Et peut-être qu'il y a une question qui devrait vous interroger. Pourquoi les personnes dont vous êtes en train de me parler pendant 10 ans, 15 ans, elles ont été membres de la France Insoumise, et bizarrement, le jour où elles n'ont plus été investies comme candidats sur leur circonscription, elles se sont dit que finalement, il y avait des choses à la France Insoumise qui ne leur convenaient pas. Peut-être que vous pourriez leur poser la question de savoir si ça leur convenait pas, pourquoi ils l'ont pas. Mais vous savez que les journalistes... Alors, monsieur Jeudi... Attendez, tranquille. Tranquillement, monsieur Jeudi. Mais alors, monsieur Jeudi... Attendez, comme vous connaissez très bien, et monsieur Tréhard aussi, madame Kamala aussi, vous connaissez très bien le fonctionnement des formations politiques. Je crois que vous savez très bien... Attendez, je termine une phrase. Allez-y. Je crois que vous savez bien, comme moi, que dans toutes les formations politiques, il y a parfois des déceptions, des gens qui voulaient être candidats et qui ne le sont pas, et qui se mettent effectivement à critiquer cette formation politique. Effectivement le parti politique dont est issu Jean-Luc Mélenchon, les trotskistes, lambertistes, qui sont... Bah si, je suis désolé, ça fonctionne exactement de la même façon, ça fonctionne vous me faites comme bien une secte, rire, monsieur Srein. comme une secte politique. Mais alors exactement, justement pour aller un chef qui est tout puissant et qui a droit de vie ou de mort, entre guillemets, sur chacun. Et on peut être tout à fait étonné d'ailleurs de certains comportements, comme celui qu'il a eu avec Madame Charlotte Girard, qui est l'épouse de son meilleur ami, le pauvre, qui est décédé de maladie. François et qu'il a, alors là, je vais employer un mot très fort, quasiment répudié cette femme, qui l'a écartée alors qu'elle était l'épouse de son ami, qui l'inspirait, qui était très important programmatiquement pour lui. C'est vraiment, on a l'impression que ça fonctionne comme ça. Alors attendez, il y a deux choses qui sont dites. Moi, je suis pas là pour commander des impressions. Manuel Bompard, excusez-moi. Il y a des SMS à chaque fois, il y a des messages qui sont envoyés par Jean-Luc Mélenchon aux uns et aux autres. On va le détailler, mais juste, j'aimerais revenir sur deux choses, deux éléments que vous venez de dire, Manuel Bompard. Sur la première, vous avez posé une question. Vous avez dit pourquoi il parle après. La question a été posée par les journalistes qui ont fait l'enquête à toutes ces personnes qui ne sont plus au sein de la France Insoumise, et toutes évoquent justement un fonctionnement de secte. Et elles disent, on est sous emprise. Ne dites pas des choses comme ça, s'il vous plaît. Je rapporte les propos qui sont dans le livre. Moi, vous voyez, je prends cette discussion avec beaucoup de tranquillité. J'explique juste que la question leur a été posée, et leur réponse est de dire, on était comme dans une secte, et l'emprise, on ne s'en rend pas compte quand on est à l'intérieur, et c'est une fois à l'extérieur qu'on s'en rend compte. Madame, je répondais juste à votre interrogation. Il faut faire attention quand même à ce qu'on dit. Et vous savez, il ne faut pas être insultant, méprisant pour des dizaines de milliers de militantes et de militants de la France Insoumise. Parce que, je vais vous dire, il y a quand même une très lourde contradiction dans ce que vous dites qui devrait vous interroger beaucoup. C'est que si vous pensez que les militantes et les militants de la France Insoumise, en fait, sont engagés dans ce mouvement pour suivre un homme aveuglement, sans réfléchir et sans penser. Ça peut arriver en politique. Hein. Au vu du torrent de boue et d'infamie que vous déversez sur Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise, pas aujourd'hui, seulement aujourd'hui, depuis des mois et des mois. Vous devriez quand même vous poser la question de savoir pourquoi... Qui déverse un torrent de boue ? Bon, je crois que tout le monde, quand il allume la télévision, s'en rend compte. Je pense que... Pas à quoi vous faites allusion. Peut-être que vous ne le savez pas, mais je crois que les gens qui m'écoutent le savent assez bien. Je pense qu'il y a une contradiction dans votre discours. C'est que si les militantes et les militants de la France Insoumise étaient engagés uniquement pour suivre... juste ce qui est dit par les journalistes. Dans les propos que vous rapportez. Si les militantes et les militants de la France Insoumise étaient engagés dans ce mouvement juste pour la volonté de suivre un homme aveuglement, vu comment vous salissez
collectivement, les médias de manière générale, Jean-Luc Mélenchon, depuis des mois et des mois. Pourquoi il y a de plus en plus de militantes et de militants de la France Insoumise? Ils disent que la fin justifie les moyens. Précisément pas pour ça, madame. Précisément parce que ces militantes et ces militants, en fait, ils ont des convictions, ils ont des engagements. Comme ils ont des convictions, ils mènent des initiatives et des actions. C'est que les convictions sont tellement fortes. Non, mais je vais dans votre sens. C'est que les convictions sont tellement fortes, c'est ce qui est dit dans le livre, la parole à peu près toutes les 2 phrases. Que du coup, on est prêt à accepter ce régime. En fait, vous voulez pas que je vous réponde. Donc, si vous voulez pas que je vous réponde... Allez-y. Mais non, mais... Madame, je faisais juste... Soit vous me posez des questions, moi je vous le dis très tranquillement, il n'y a aucun problème, mais soit vous me posez des questions avec la volonté que je puisse vous répondre. Parce que si vous me coupez la parole au bout de 2 phrases, en fait, au bout d'un moment, ma réponse, elle n'est pas très intelligible. Donc, je vous interrogeais sur une contradiction qui consiste à imaginer que la France Insoumise est composée de personnes qui auraient une forme de suivi aveugle pour une personne, et en même temps du fait que cette personne, vous la salissez beaucoup, et pourtant qu'il y a de plus en plus de militantes et de militants à la France Insoumise. Et ben c'est précisément parce qu'ils ne sont pas dans un rapport qu'un rapport de suivi aveugle et de dévotion, mais précisément parce qu'ils sont dans un rapport de conviction, précisément parce qu'ils croient aux idées, parce qu'ils croient à la stratégie, parce qu'ils croient à l'importance de la France Insoumise. C'est très contradictoire. Je vous trouve étonnant, c'est que c'est pas du tout incompatible. Ah si, c'est très contradictoire. Qui est brillant, c'est Jean-Luc Mélenchon, qui a des talents de tribun, qui est très intelligent et qui a une culture très importante, sans doute au-dessus de la moyenne du personnel politique d'aujourd'hui, qui manie les idées avec grande dextérité, mais qui pour autant a un caractère qui est un caractère intransigeant, dictatorial. Ça s'est déjà vu en politique et l'histoire en est bourrée. Et pourquoi Jean-Luc Mélenchon n'en ferait pas partie? C'est pas une critique. C'est pas infamant. C'est comme ça. Mais il faudrait juste s'appuyer sur des faits en fait. Juste sur le nombre. Il y a 400 pages. Non, ça c'est pas des faits, ça, monsieur. Sur le nombre de militants, je crois pas que le nombre de militants ait augmenté. Ah, vous ne croyez pas? En tous les cas, vous nous donneriez une information nous donnant exactement le nombre de l'augmentation. Eh ben, je peux vous dire les choses de manière très simple. Après l'élection présidentielle de 2022, il y avait à peu près... Vous savez, à la France Insoumise, il y a les gens qui signent la plateforme, c'est-à-dire qui... Attendez, laissez-moi terminer. Vous voulez pas ma réponse? Non, allez-y. Je peux dire attendez, vous m'interdisez d'avoir une réaction. Je vous interdis rien, Bruno. Alors allez-y, il n'y a pas de problème. Aucun problème. Allez-y. Mais vous me demandez le nombre de militantes et militants de la France Insoumise, donc je vous dis comment fonctionne la France Insoumise, parce que sur ce plateau, depuis tout à l'heure, et depuis le début de la journée, tout le monde commente la France Insoumise, mais bizarrement, personne ne sait comment ça fonctionne. C'est pour ça qu'on vous donne la parole, ce soir. Bah oui, mais c'est quand même assez curieux. Donc la France Insoumise, par exemple, dans ce qu'on appelle les militantes et les militants de la France Insoumise, au sein des groupes d'action de la France Insoumise, c'est-à-dire les militants qui agissent concrètement sur le terrain, il y en avait à peu près 70 000 après l'élection présidentielle de 2022, il y en a plus de 100 000 aujourd'hui. Voilà, vous vouliez un chiffre au nombre de... Là, je vous parle des militants. À peu près le même. Je vous parle des militantes et militants qui sont membres des groupes d'action de la France Insoumise. Ensuite, le nombre de signataires sur la plateforme, ils sont autour de 350 ou de 400 000. Donc c'est plutôt un mouvement politique. Mais vous conviendrez quand même qu'il y a 11 sièges de députés en moins en 2024. 11 sièges. C'est-à-dire que vous, quand on était 75 et qu'on est 71, pour vous, ça fait 11. Les sièges dépurgés... Non, mais attendez. Bruno Jeudi. Vous avez perdu des sièges. Non, mais Bruno Jeudi. On était 75 entre 2022 et 2024. On est aujourd'hui 71. Donc 75 moins 71, ça fait 4. Ça fait pas 11, non? C'est même 3 peut-être même. Non, je crois que vous en avez pas. Je crois que ça fait 4, 75 moins 71. Vous voyez, quand on fait des attaques aussi graves, il faut essayer de les faire un peu sérieusement. Tout à l'heure, vous nous disiez que vous êtes... faut essayer de les faire un peu sérieusement. Vous nous disiez que vous étiez en expansion. Vous n'êtes pas en expansion. Apprendre la soustraction, l'addition, la multiplication et la division. Bruno Jeudi. Vous n'êtes plus en expansion, en tous les cas. Revenons, si vous le voulez bien, aux faits qui sont décrits dans le livre. S'il vous plaît. Mais on pourra discuter, si vous voulez, de la constitution du nouveau... Non, mais ne cherchez pas à retomber sur vos pas. Avant de m'interroger, apprenez au moins les additions et les soustractions. Ça sera plus facile quand même. Apprenez que vous avez perdu des sièges. Vous qui êtes attaché aux faits notamment dans les livres, Anna. Voilà quelques mots. Les messages envoyés par Jean-Luc Mélenchon lui-même à ceux qui se sont sentis excommunier Manuel Bompard, ces mots, ils méritent quand même d'être portés à la connaissance de nos téléspectateurs. Charlotte Girard, dont on parlait, la veuve donc de Lapierre, a reçu un message d'une violence qui s'entend juste à le lire. Delappe aurait honte de toi, fermez les guillemets, signé par Jean-Luc Mélenchon.
Delap, c'est le diminutif du nom de son époux, donc son époux décédé, et sachant que cet époux décédé était donc le bras droit, y compris intellectuel, de Jean-Luc Mélenchon. Ça, c'est pas violent, Manuel Bompard. Un autre exemple. Et après, vous pourrez répondre à ces exemples groupés. J'ai l'habitude. Alexis Corbière, qui a donc dans son téléphone un message qui dit ne m'adresse plus jamais la parole. Ou un autre encore, François Coq, donc avec là pour le coup l'excommunication elle s'est passée en direct, c'était sur le plateau de nos confrères de CNews, c'était le 5 janvier 2019. Il était sur le plateau en train de défendre la France insoumise et son chef, donc Jean-Luc Mélenchon. Mais pourquoi vous dites des choses inexactes Lequel chef Mais madame, pourquoi vous dites des choses inexactes? Après vous répondrez, je finis juste des choses vraies. Quelques petites secondes encore. Donc, un tweet de Jean-Luc Mélenchon est envoyé par Jean-Luc Mélenchon pendant que François Coq est sur le plateau et il écrit « CNews déclare porte-parole insoumis, un nationaliste qui a été banni du mouvement comme François Coq, assez de manipulation ». Il a appris qu'il était banni. Banni, c'est le mot de Jean-Luc Mélenchon. Il a appris, Monsieur Coq a appris en direct sur CNews qu'il était banni par Jean-Luc Mélenchon. Vous avez vérifié? Ah bah non, je vous écoute. Non mais Charlotte Gérard, vous avez le message. Mais dites-nous. Je vous pose juste une question. C'est pour ça que vous avez vérifié ces informations. Vous êtes là pour nous répondre. Dites-nous. Non, je suis pas là pour faire votre travail à votre place. Non mais vous avez des messages. Charlotte Gérard. C'est une enquête de 2 ans, voilà, que j'invite nos téléspectateurs à consulter. Et on vous pose juste une question à partir de ce qu'on a lu dans cette enquête. Oui, mais madame, pardon, mais je sais pas, avant d'attribuer des propos. Donc ces messages n'ont pas été écrits, Manuel Bompard? Mais madame, c'est intéressant si vous nous dites. Si vous voulez maintenant que on parle là en ce qui concerne par exemple le dernier exemple que vous avez donné d'événements qui datent de 2019. Oui. Donc si vous voulez qu'on reparle de la campagne de l'élection présidentielle de 2019 et des raisons pour lesquelles François Coq par exemple et d'autres à un moment ont fait le choix de se mettre à distance de la France insoumise, on peut en discuter. Par exemple, curieusement que certains ont commencé à exprimer des désaccords politiques au moment où a été publiée la liste des candidats qui allaient se présenter à l'élection européenne de 2019. Donc vous savez, madame, c'est très facile d'aller prendre ici des messages, de les déformer, de les Attendez, madame. J'aimerais juste que vous répondiez sur ça, sur Charlotte Gérard. Mais j'ai répondu, madame. Non, sur Charlotte Gérard, parce que quand même, on a tous été étonnés quand on a vu ce message. Je suis venu. Delap aurait honte de toi en parlant de son ancien mari signé Jean-Luc Mélenchon. Madame, depuis le début, là, c'est assez marrant quand même l'exercice auquel on est en train d'assister ce soir. C'est-à-dire que, est-ce que vous avez remarqué que sur l'ensemble des questions que je vous ai posées, j'ai pu vous faire à chaque fois la démonstration que vous partiez d'un élément qui était un élément inexact, d'un élément qui était un élément déplacé de son contexte, d'un élément qui est un élément qui ne correspondait pas à la réalité de ce qui s'était passé. En gros, vous ne voulez pas répondre, quoi. Mais c'est pas que je veux pas répondre. Enfin, si je voulais pas répondre, frère, je serais pas là aujourd'hui. Non, mais est-ce que ça vous met mal à l'aise ces messages? Mais rien ne me met mal à l'aise, madame. Ce qui me met mal à l'aise. De là, pour honte de toi, ça vous met pas mal à l'aise qu'il envoie ça à la veuve de son ami? Madame, j'ai lu ce livre et ce qui rien ne m'a mis mal à l'aise, mais j'ai trouvé juste que ce livre ne correspondait à une vision fantasmée de ce qu'était la France insoumise. Les messages, ils sont pas fantasmés, il y a des preuves. Quand il dit à Marine Tondelier, je vais te mettre la dose que tu mérites. On parle comme ça quand on est un responsable politique, je vais te mettre la dose que tu mérites. Ah, vous préférez quand le président de la République dit qu'il y a trop de Mamadou dans les hôpitaux? Non, mais... vous lui avez posé la question là. Hein. Honnêtement, Manuel Bompard. Non, mais c'est assez incorrect en vérité ce que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire que vous m'interrogez sur des propos qui sont des propos mensongers. Vous en faites la démonstration. Enfin là, ce sont des textos. Mais c'est des SMS, Manuel Bompard. C'est des SMS qui ont été envoyés. Vous les avez vus, vous. C'est ça. Parce que ils sont rapportés. Attendez, vous remettez en question la déontologie des journalistes qui ont fait cette enquête. Madame, je vous ai donné tout à l'heure un exemple qui était un exemple très simple. Par exemple, il y a un extrait dans ce livre où il est dit que j'étais avec Jean-Luc Mélenchon dans les couloirs du Parlement européen et que Jean-Luc Mélenchon aurait dit de moi toi achète-toi un cerveau. Bon, il se trouve que peut-être qu'au moins sur ce point-là, vous pouvez me faire confiance. Allez-y. Cette scène n'a jamais existé. Ah oui. Or, il se trouve, comme je vous l'ai dit en introduction de cette interview, que j'ai passé 2h30 d'entretien avec les journalistes de cet ouvrage. Et à aucun moment, ils m'ont posé une question pour savoir si cette scène avait existé ou pas.
Donc, je sais pas, vous trouvez que c'est un principe déontologique normal de pas interroger une personne sur les sujets sur lesquels il est cité pour avoir au moins sa version? Vous trouvez ça normal? Parce que si on m'avait interrogé sur ce sujet, moi j'aurais pu répondre les choses de manière très simple. Cette scène n'a jamais existé. Mais Benjamin Duhamel pourra poser la question demain aux journalistes. Je n'en sais rien. Par définition, je ne peux pas le savoir, madame. Vous en êtes d'accord? Et alors, il y a une autre personne dans le livre qui tient un rôle central, c'est madame Sophia Chikirou, qui ne se cache pas d'être en couple avec monsieur Mélenchon et qui disait, bah oui, c'est ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle dit c'est ce qu'on nous rapporte dans le livre. Non, c'est pas ce qu'elle dit. Oh là là, si, bien sûr que si. À chaque fois, bien sûr que si. Elle revendique elle-même, madame Chikirou, d'être la compagne du chef. C'est bien dit dans le livre. Ah bon, c'est dit? Vas-y, lisez-moi le passage. C'est dans une page. Non, il est dit que quelqu'un a dit qu'elle avait dit ça. Pas tout à fait pareil, vous voyez. Et elle rapporte auprès de Clémentine Autain, qui siège désormais d'ailleurs chez les écologistes parce qu'elle n'est plus dans la France Insoumise. À la France Insoumise, je peux leur dire, c'est madame Chikirou qui dit ça, ce que je veux, comme je suis la femme du chef, ils obéissent. Voilà ce qui est dit. C'est madame Clémentine Autain qui le rapporte. Ah, bah si Clémentine Autain le dit, c'est que ça doit être vrai, c'est ça? Donc entre vous, vous êtes assez mauvais camarades, non, finalement. Mais enfin, je sais pas, C'est-à-dire que vous mettez tout en cause tout ce que ceux qui ont été un peu éloignés de monsieur Jean-Luc Mélenchon, vous mettez en cause leurs paroles. Je ne mets pas tout en cause, mais enfin, je sais pas, vous êtes en train de m'interroger sur des propos que si vous interrogez les premiers intéressés, ils vous diront qu'ils les ont jamais prononcés. Donc moi, je vais pas, si vous voulez, donner de la crédibilité à des passages de ce livre qui n'en ont aucun. Ça veut dire qu'il y a une omerta à l'intérieur du parti? Mais non, il n'y a pas d'omerta, on peut discuter de tout, mais Yves Tréhard, si je vous interroge sur si je vous dis qu'il y a quelqu'un qui m'a dit que vous avez dit que j'étais très méchant, vous allez peut-être commencer par me dire que... C'est pas une insulte, hein. Non, mais vous allez peut-être commencer par me dire que vous l'avez pas dit, vous voyez, avant de répondre sur le sujet. Donc, je sais pas, je suis pas sûr que ça soit très intéressant de commenter pendant 30 minutes des ragots, des calomnies. Vous faites comme si c'était que des ragots, mais encore une fois, il y a des messages, il y a des documents, il y a des témoignages à l'appui. Enfin, je veux dire, c'est une enquête qui est étayée. Bah oui, il y a des messages qui sont dépeints. Vous avez. Mais en fait, ce mode de fonctionnement, il y a un mode de fonctionnement qui apparaît au fil des pages de ce livre. Alors, encore une fois, moi, oui, mais il y a un mode de fonctionnement qui manifestement, alors je sais pas si c'est le bon mot, ils ont décidé d'appeler ça la meute ou la secte, mais qui est quand même un système assez clanique. Mais enfin, je crois avoir déjà pas mal répondu à cette question, Bruno Jeudi. La France Insoumise, c'est un collectif de militantes et de militants qui s'engagent pour des idées, qui se battent au quotidien pour des idées, qui essayent de transformer la société et qui le font en se fédérant dans un outil politique dont ils considèrent que c'est le meilleur outil pour pouvoir transformer la société. Et pareil, ce que je trouve un peu regrettable dans ce livre, c'est que à aucun moment des sujets qui normalement devraient plutôt là nous occuper ce soir par exemple sur le plateau, c'est-à-dire on pourrait discuter de la stratégie de la France Insoumise, on pourrait discuter de son programme, on pourrait on pourrait discuter de ses propositions. On pourrait essayer, dans une enquête qui manifestement remonte sur plusieurs années, d'essayer d'identifier les évolutions, de comment un mouvement politique qui a commencé à sa première campagne présidentielle à 11%, ensuite a fait 19%, ensuite a fait 22%. Pourquoi cette question-là politique centrale, elle est abordée nulle part. Donc moi, en fait, si vous voulez, je suis pas critique de fiction. Une question centrale, je suis responsable politique, coordinateur d'un mouvement politique, et ce qui m'intéresse, c'est les aspects politiques de l'action que je mène. Vous comprenez pas qu'en les lisant ragots, ce livre, les affaires sur, y compris parfois très personnelles. J'ai trouvé, par exemple, assez déplaisant de parfois qu'on implique, y compris des enfants de parlementaires de la France Insoumise dans ce livre. J'imagine que si on faisait un livre sur votre travail journalistique et qu'on mettait en cause vos enfants à l'intérieur, vous le prendriez pas très bien. Manuel Bompard, vous comprenez qu'en lisant ce livre, forcément, ça suscite des interrogations. Je comprends ce que vous êtes en train de dire, mais ça suscite des interrogations. Et nous, notre boulot, il est aussi, du coup, de vous demander de répondre à ce qui est formulé dans ce livre, parce que la question qui est sous-jacente dans cette enquête, c'est de dire s'il y a de telles pratiques au sein de la France Insoumise, qu'est-ce que ça donnera si demain Jean-Luc Mélenchon est à l'Élysée? Et Jean-Luc Mélenchon lui-même s'en vante de ces méthodes.
dans le livre est rapportée une anecdote. En août 2023, le Parti socialiste, il est secoué par ses habituelles querelles internes. Et là, le député Laurent Baumel se retrouve face à Jean-Luc Mélenchon. Et Jean-Luc Mélenchon lui dit « Pourquoi vous vous emmerdez avec des mecs comme ça? Pourquoi vous ne les purgez pas comme nous ?» Laurent Baumel répond « Parce qu'on a des processus démocratiques. » Et Mélenchon balaye d'un revers de la main. C'est de la connerie, tout ça. Donc il assume cette direction verticale, il les assume, ces purges. Mais je vous ai décrit tout à l'heure le fonctionnement de la France insoumise. Oui, mais lui il assume, madame, en fait. Madame. Il le dit. Je vous ai décrit tout à l'heure le fonctionnement de la France insoumise. Si ce que je vous ai décrit ne correspond pas à la réalité, expliquez-moi pourquoi. Dites-moi ce que j'ai dit qui ne correspond pas à la réalité du fonctionnement de la France insoumise et vous verrez que vous n'en êtes pas capable. Maintenant, si vous êtes très vigilante et de manière générale sur ce plateau très vigilant aux modalités de fonctionnement démocratique de notre pays, j'en serais le premier avis. Alors peut-être que vous pourriez vous interroger pour savoir comment, dans notre système politique aujourd'hui, vous avez un homme seul, le président de la République, qui peut décider de dissoudre l'Assemblée nationale sans aucune discussion collective avec ses amis. Ça, par exemple, ça pourrait vous intéresser. Et donc, si votre inquiétude, c'est le fonctionnement de la société française, si la France insoumise arrive demain au pouvoir, je vais vous dire, le fonctionnement de la société française, si la France insoumise arrive demain au pouvoir, sera beaucoup plus démocratique que le fonctionnement de la société française sous Emmanuel Macron. Attendez, que ce soit plus démocratique que le mouvement des Insoumis. Non, plus démocratique. Bruno Jeudi. Vous avez été élu sans... Bruno Jeudi. Votre désignation a été assez contestée. Bruno Jeudi. Bruno Jeudi. C'est moi qui le dis. Bruno Jeudi. Les membres des Insoumis. Bruno Jeudi. Le premier point du programme de la France insoumise, c'est le passage à la 6e République par la convocation d'une assemblée constituante, c'est-à-dire que les Françaises et les Français puissent écrire eux-mêmes la constitution de la nouvelle République. Dans le programme de la France insoumise, il y a l'idée qu'on puisse révoquer des élus s'ils ne respectent pas leurs engagements. Dans le programme de la France insoumise, il y a le référendum d'initiative citoyenne. C'est-à-dire la possibilité pour les citoyens, quand ils sont attachés à un sujet et qu'ils sont un certain nombre de signataires, de pouvoir obtenir un référendum. Mais pour l'instant, vous ne faites pas œuvre de transparence. Vous voyez, ça, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, c'est pas des ragots, c'est pas des calomnies, c'est le premier chapitre de notre programme. C'est le premier chapitre de notre programme. Vos opposants internes, ce sont justement mais quand même, je remarque que vous êtes moins vigilants sur la question démocratique quand le président de la République passe ses budgets par 49.3, quand il décide tout seul de dissoudre l'Assemblée nationale, quand le président de la République... Je ne tourne pas la conversation, vous m'interrogez sur la démocratie dans le cadre d'une éventuelle arrivée au pouvoir de la France insoumise. Il faut répondre sur le livre. Attendez, c'est quand même important. La question, c'était bien celle-là. Est-ce que la France insoumise, si demain elle arrive au pouvoir, les modalités de fonctionnement seront plus démocratiques qu'aujourd'hui? C'est précisément le sujet sur lequel je vous ai répondu. Vous avez lu ce livre et vous avez lu comme nous qu'en fait, la plupart de ceux qui témoignent à visage découvert dans ce livre disent que si la France insoumise devait arriver au pouvoir, eh bien, ce serait l'autocratie qui dirigerait le pays. Alors là, vous dites quoi? Ils ont de l'effroi. Ce qu'on sent dans les témoignages, et c'est ce qui est très frappant pour les journalistes que nous sommes, les lecteurs de ce livre que nous sommes, c'est qu'il y a de l'effroi dans leur façon de se figurer ce que pourrait être un Jean-Luc Mélenchon à l'Élysée. D'ailleurs, je vous donne la parole dans un instant, Manuel Bompard, mais on va en écouter. Déjà et on y resterait. Non, pas du tout, je vous ai fait la démonstration inverse, madame. D'ancien insoumis. Je vous donne la parole tout de suite, mais j'aimerais juste qu'on écoute un ancien insoumis pour aller dans le sens de Dana. Sinon, c'est un peu une autocratie sur ce plateau. Non, mais justement, vous allez pouvoir répondre, mais juste avant, j'aimerais qu'on écoute Alexis Corbière. Je suis l'exemple, il faut me mettre sous cloche et venir me visiter, je suis la démonstration de méthode brutale. Donc on ne me demande pas, M. Corbière, que pensez-vous de méthode brutale? J'en suis la démonstration, voilà, de ça, oui, j'ai essayé d'avoir porté un débat stratégique, c'est le débat stratégique. C'est est-ce qu'on fait une candidature solitaire à la prochaine élection présidentielle, coûte que coûte, en ne voyant pas que ce qui caractérise la période, c'est que l'extrême droite est à presque 40%, ou est-ce qu'on est sur une autre stratégie qui a été prise dernièrement, qui est celle de participer, mais Jean-Luc Mélenchon n'est pas le seul responsable, mais de participer à l'éclatement du nouveau Front populaire, de dire je serai candidat coûte que coûte, quoi qu'il arrive, rien à foutre. Ben là, il parle d'un débat stratégique, madame. Donc moi, je veux bien qu'on aborde ce débat stratégique. Il n'y a pas de débat stratégique possible au sein de la France insoumise. Mais pas du tout, madame. En fait, le problème, c'est que je comprends l'exercice qui consiste à m'interroger, mais à minima, peut-être qu'il faut que vous entendiez juste ce que je dis dans mes réponses. Donc par exemple, comme vous avez bien entendu ce que j'ai dit dans les réponses, sur la question des débats stratégiques à la France insoumise, tout à l'heure, je vous ai dit quelque chose. Vous vous en rappelez?
La question... Non, mais vous vous en rappelez. Je vous ai dit qu'à la France Insoumise, tous les 6 mois, on a un débat stratégique à l'intérieur du mouvement. Mais un débat stratégique, on ne peut pas émettre de critiques. C'est en fait ce qui est dit dans le livre par un certain nombre de témoignages. Mais c'est encore une fois un certain nombre de témoignages, Alexis Corbière entre autres, qui disent on ne peut pas émettre un certain nombre de critiques. À partir du moment où il y a une tête qui dépasse, on la coupe. C'est ça en fait. Non, mais en fait, c'est-à-dire que vous, à chaque fois que je vous réponds de manière très factuelle, sur un point, en fait, vous revenez à une idée préconçue que vous avez de la France. Je m'appuie sur ce Moi, j'ai beau avoir toute la patience du monde, je peux rien faire contre vos idées préconçues. J'ai pas d'idées préconçues, je vous ai réagi à ce que disaient Alexis Corbière et Anna. Mais précisément, en l'occurrence, Alexis Corbière, il ouvre un débat stratégique sur la manière d'aborder la prochaine campagne présidentielle. La France Insoumise, ce débat, il a lieu. Et d'ailleurs, il a eu lieu à notre dernière assemblée représentative du mois de décembre. On a adopté une résolution. Elle a été votée par 93% des insoumises et des insoumis qui ont voté cette résolution, dans laquelle on a dit voilà comment on compte s'engager dans la prochaine campagne présidentielle. Et ça, c'est le résultat d'un débat et d'une discussion. Alors peut-être que Alexis Corbière ne se retrouve pas dans cette orientation stratégique, c'est son droit. Mais c'est pas parce que Alexis Corbière, vous êtes d'accord, ne se retrouve pas dans cette orientation stratégique. Et donc tout le monde au sein de la France Insoumise se retrouve dans cette orientation stratégique. Précisément, je vous ai dit que ça a été voté à 93%. Ça veut donc dire qu'il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord avec cette orientation stratégique. Et pourtant, ils sont toujours membres de la France Insoumise. Contrairement à l'idée que vous voulez faire passer. À propos de certaines accusations qui sont très graves, dans l'écosystème ultra hiérarchisé, la place de Sophia Chikirou, donc je reviens sur elle, et le récit l'a décrit en parangon de brutalité, de se livrant à des diatribes notoirement antisémites, comme lorsqu'elle réduit ses 2 anciens associés et ex-militants mélenchonistes à leur judéité. Ce ne sont pas, ouvrez les guillemets, ce ne sont pas 2 petits juifs qui vont me prendre mon argent, aurait-elle déclaré devant témoins. Aurait-elle, quoi. Voilà, donc moi... Mais c'est grave. Mais je crois avoir... déjà, sur la question de l'antisémitisme, je crois que j'ai été... qui est quand même central. Hein. Attendez, je crois que j'ai été amplement interrogé sur ce sujet depuis des mois et des mois, et j'ai toujours dit la même chose en vérité, c'est que évidemment la France Insoumise combat le racisme, l'antisémitisme, l'islamophobie, et elle le fait sans relâche. Et donc, évidemment que ce type de propos ne sont pas tenus à l'intérieur de la France Insoumise. Enfin, quand il y a l'affiche d'Hanouna, quand même, vous pouvez quand même reconnaître que là, il y a quelque chose qui ressemble Bruno à combattre l'antisémitisme. En fait, vous faites vous aussi, vous rajoutez au collage, vous collez en plus. Je ne colle pas. L'affiche, on l'a pas inventée, monsieur. Elle a existé, cette affiche. Monsieur Jeudi, oui. Vous voulez qu'on revienne sur cette séquence? Non, je vous dis simplement, là vous dites vous luttez sans relâche. Moi je vous fais observer, je vous confirme que la France Insoumise, je vous confirme pas une lutte sans relâche. Quelle affiche? L'affiche de Cyril Hanouna. Donc on continue avec... Qui ressemblait au juif sus. Donc on continue avec une fausse information. Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais eu d'affiche. Ah bon? Franchement, on l'a vu. Vous savez ce que c'est une affiche ou pas, monsieur Jeudi? Ah oui, je sais ce que c'est. Donc une affiche, c'est quelque chose qu'on imprime pour le coller sur les murs. Il n'y a jamais eu d'affiche de la France Insoumise représentant Cyril Hanouna. Il y a eu précisément, pendant quelques instants et pendant quelques minutes, un visuel qui a été publié sur les réseaux sociaux et qui a été supprimé au bout de quelques minutes. Donc ce n'est pas une affiche. C'était une erreur de l'intelligence artificielle. Donc ce n'est pas une affiche. Et sur ce point-là aussi, vous racontez à nouveau quelque chose qui est quelque chose de faux. Donc à un moment, il faut faire attention parce qu'on parle de sujets qui sont des sujets... Vous n'avez jamais condamné l'attentat terroriste du Hamas le 7 octobre 2022. Jamais. Vous pouvez ressortir, s'il vous plaît, le communiqué qui a été fait par le groupe de la France Insoumise, s'il vous plaît, puisque M. Tréhard vient de lancer une accusation extrêmement grave. Vous venez de dire que nous n'avons jamais condamné l'attentat terroriste. Non, Yves Tréhard. Groupe terroriste. Vous voyez les méthodes que vous employez? C'est vous qui jouez avec moi. Moi, je ne joue pas avec vous. Non, si vous jouez avec moi. C'est un groupe terroriste ou pas le Hamas? C'est un groupe terroriste ou pas le Hamas? Yves Tréhard, vous venez de dire... C'est un groupe terroriste ou pas le Hamas? Maintenant, je vous demande, sinon je quitte ce plateau, de corriger la fausse information que vient de donner Yves Tréhard à cet instant sur le fait que la France Insoumise n'aurait pas condamné les actions qui ont été commises par le Hamas le 7 octobre. Vous venez de dire, monsieur Tréhard, quelque chose qui ne correspond pas à la réalité. Pourquoi vous répondez pas tranquillement à la question de parce que madame, vous m'interrogez... Parce que vous êtes en difficulté. Mais évidemment que non, j'ai déjà dit à 10 reprises, je peux le redire ici. Redites-le comme ça, on clôt le débat. Attendez, madame, vous inquiétez pas. Je n'ai aucun problème à dire qu'il y a une branche armée dans le Hamas qui a un mode opératoire terroriste, je l'ai déjà dit à 15 reprises. Donc si vous avez l'impression d'avoir un scoop ce soir, vous n'en avez pas. Par contre, monsieur Tréhard vient de dire
que la France insoumise n'avait jamais condamné les actions commises le 7 octobre. Et ça, c'est un mensonge pur et simple. Et donc, je vous demande, Monsieur Tréhard, d'arrêter de raconter des mensonges sur ce que fait la France insoumise. Et je vous en remercie. J'aimerais juste qu'on... Oui, mais c'est important, les faits, la réalité, pas des fausses informations. C'est important, c'est important. Et j'aimerais qu'on revienne sur ce qui s'est passé avec Jérôme Guedj, l'ancien ami de Jean-Luc Mélenchon. Il faut rappeler que dans les années 90, Jean-Luc Mélenchon, c'était un peu son mentor, c'était un peu son fils spirituel. Et puis après, Jean-Luc Mélenchon a quitté le Parti socialiste. Et depuis, les relations se sont sérieusement envenimées. Jean-Luc Mélenchon qui a eu des mots très durs vis-à-vis de Jérôme Guedj, en disant qu'il était attaché à la laisse de ses adhésions. Jérôme Guedj était tout à l'heure l'invité de BFM TV et il dit que Jean-Luc Mélenchon n'est pas antisémite, mais qu'il adopte un discours ambigu pour flatter une partie de son électorat. Écoutez. Je demeure attaché à la solution à 2 États, à la reconnaissance de l'État de Palestine, à la sécurité de l'État d'Israël, que je combats le gouvernement de Benyamin Netanyahou et de sa proposition criminelle aujourd'hui d'une déportation massive des Gazaouis du territoire qui méprise le droit international et tout simplement l'humanité commune qui doit être la nôtre, et que ce discours de nuance que je tiens ne lui suffit pas. Voilà, parce qu'il considère que cette nuance-là ne permet pas justement d'aller flatter ce qu'il croit être des bas instincts chez certains. Et je dis que c'est un mépris pour ceux auxquels il pense s'adresser ainsi en les assignant à une identité. Qui dit, lui qui connaît bien Jean-Luc Mélenchon, il dit Jean-Luc Mélenchon, il n'est pas antisémite. Mais par contre, derrière, il y a une stratégie politique électorale. Bah, peut-être déjà le fait qu'ils disent que Jean-Luc Mélenchon n'est pas antisémite, peut-être que vous pourriez en prendre acte, plutôt que de continuer à colporter cette mauvaise information. Et pour le reste, vous pouvez m'expliquer ce qu'il y a de stratégique à dire que le fait qu'il y ait 50 000 personnes qui sont mortes à Gaza sous les bombes de l'armée israélienne est insupportable? Vous pouvez m'expliquer ce qu'il y a de stratégique à dire que la France devrait prendre la parole sur ce sujet? Vous voyez, pendant toute la journée qu'on a passée aujourd'hui à parler de ce livre, pendant toute l'émission ce soir qu'on a parlé de ce livre, on n'a pas parlé d'une chose, par exemple. C'est que hier, le cabinet du Premier ministre, M. Netanyahou, a adopté un plan qui vise à la conquête de la bande de Gaza et au nettoyage ethnique de la bande de Gaza, c'est-à-dire à l'expulsion de toute la population palestinienne qui se trouve sur la bande de Gaza. Alors, peut-être que vous préférez parler du livre, mais moi, personnellement, je préfère parler de ces 50 000 personnes qui sont mortes sous les bombes de l'armée israélienne et du gouvernement de M. Netanyahou. Et si vous voyez dans ces mots-là une stratégie électoraliste, puisque vous avez voulu pendant toute la soirée donner de moi et du mouvement politique que je représente une image de brutalité, ben, vous m'excuserez de vous dire que si vous voyez dans le fait de dénoncer des actions aussi ignobles, avec un bilan aussi lourd, une stratégie politique, alors je pense que c'est vous qui manquez un peu d'humanité. Alors c'est vous qui manquez, madame, un petit peu d'humanité. Manuel Bompard, l'électoralisme, c'est Jean-Luc Mélenchon lui-même qui, dans le livre, s'en réclame. Il n'y a pas plus électoraliste que moi, passe-t-il son temps à répéter. Il assume son électoralisme. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon, s'il a utilisé cette expression... Il n'y a pas plus électoraliste que moi, je le cite. À propos du conflit israélo-palestinien? Il a utilisé cette expression... tout court. Bon, pourquoi vous amalgamez les deux dans la discussion? Je n'ai rien à amalgamer, je rebondis sur l'électoralisme. Vous dites c'est pas de l'électoralisme. Je vous dis, Jean-Luc Mélenchon ne considère pas que l'électoralisme est une insulte, puisqu'il se définit lui-même comme électoraliste. Mais je ne vous ai pas dit que l'électoralisme était une insulte. Je vous dis, madame, que considérer comme électoraliste le fait qu'une formation politique se lève contre ce qui s'apparente aujourd'hui à un génocide et à un projet de nettoyage ethnique à Gaza, je trouve ça, d'un point de vue humain, déplorable. Et l'idée sous-jacente, parce qu'à un moment on va dire les choses, qui consisterait à considérer qu'il y aurait en France une partie de la population qui finalement ne se mobiliserait que sur une seule question, sur le fait que la France insoumise dénonce les actions horribles qui sont commises à Gaza. C'est une manière quand même de prendre une partie de la population française pour des imbéciles. C'est là où les gens, ils ont pas un cerveau, de revenir sur une question, qui peuvent pas essayer de choisir leurs options politiques en fonction des différentes options politiques. Le cas de Jérôme Guedj est intéressant parce qu'il les dénonce aussi. Il dénonce aussi ce qui se passe en ce moment à Gaza. Mais il vous pose une question, Jérôme Guedj, et j'aimerais bien que vous y répondiez. La question qu'il vous pose, c'est est-ce que je peux être sioniste et pro-palestinien?
Mais Jérôme Guedj, il peut être sioniste au sens qu'il donne, lui, au terme de sionisme, c'est-à-dire sans doute la définition originelle du sionisme, c'est-à-dire l'établissement d'un État juif, d'un foyer juif. Il est défenseur d'une solution à 2 États. Oui, mais vous savez, madame, pardon, qu'il existe, si vous voulez, on rentre dans ce niveau de détail, j'ai pas de problème, mais vous savez qu'il existe plusieurs formes de sionisme. Vous savez peut-être, par exemple, qu'il y a un sionisme religieux aujourd'hui qui dit que l'État d'Israël, que l'État d'Israël doit se tenir sur l'ensemble de ce que ce sionisme religieux appelle la Judée-Samarie, c'est-à-dire le territoire actuel de l'État d'Israël et le territoire qui est, dans le cadre des accords de 1967, considéré comme étant le territoire du futur État palestinien. Donc vous voyez, il y a une forme de sionisme, par exemple, qui nie la possibilité pour le peuple palestinien d'avoir un État. Lui, en l'occurrence, il se dit sioniste et pro-palestinien, partisan d'une solution à 2 États. Vous aussi, vous rejoignez sur ce point. Vous êtes partisan aussi d'une solution à 2 États. Moi, je suis partisan, effectivement, du respect du droit international. Mais pourquoi à quel moment j'ai dénié à Jérôme Guedj le droit de pouvoir avoir telle ou telle position? C'est ce qu'il dit. Il dit, je ne l'ai pas dénié le droit d'avoir telle ou telle position. Ensuite, j'ai le droit aussi, dans le débat politique, de critiquer certaines prises de position du parti auquel il appartient. Quand Madame Delga, par exemple, appelle à interdire les manifestations de solidarité avec le peuple palestinien, j'ai peut-être le droit de dire que je suis pas d'accord, sans que ça revienne à dénier à l'un ou à l'autre le fait d'avoir telle ou telle position. En fait, ça s'appelle le débat politique, ça s'appelle le débat démocratique. Donc quand je suis pas d'accord avec Jérôme Guedj, je dis que je suis pas d'accord avec Jérôme Guedj. Et si parfois je suis d'accord avec Jérôme Guedj, je dis que je suis d'accord avec Jérôme Guedj. Tout simplement. Que Jean-Luc Mélenchon est rompu aussi brutalement avec Jérôme Guedj. Mais en fait, il faut poser la question. Alors qu'ils avaient un rapport filial, je vais le dire aux téléspectateurs. Il a été attaché parlementaire au Sénat de Jean-Luc Mélenchon. En plus, Jérôme Guedj raconte à quel point Jean-Luc Mélenchon lui a tout appris et comment ils étaient. Enfin, je veux dire, ils avaient plus qu'une amitié. C'est incroyable comment vous reconstruisez la réalité. On vous demande comment vous expliquez ça. Mais madame, racontez-nous. C'est Jérôme Guedj qui a rompu avec la NUPES. Mais c'est ses propos à lui. Jérôme Guedj dit que Jean-Luc Mélenchon ne le salue même plus. Non, mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Vous me posez la question de savoir. Non, mais enfin, vous pouvez être énervé, mais madame, vous me posez une question. Je suis pas énervé du tout. Je m'étonne de voir comment vous déviez. Vous ne répondez à aucune de nos questions. Mais je ne dévie pas, madame. Je suis obligé à chacune. Vous ne répondez à aucune de nos questions, Emmanuel Bompard. Madame. Je le regrette pour nos téléspectateurs, je peux vous dire, que vous ne répondiez pas. Madame, je ne dévie pas. Je suis obligé à chacune de vos questions, et tout le monde pourra en faire l'expérience ce soir, de corriger votre question parce qu'elle contient une fausse information. Donc nous tous ici sur ce plateau, nous posons des questions fausses. Là, précisément, excusez-moi. Non mais depuis tout à l'heure, vous faites ça. Excusez-moi d'être attaché un peu aux faits, en fait. Donc, à chaque fois que l'un d'entre nous prend la parole pour vous poser une question, vous dites c'est faux. Ça n'existe pas, ça n'a pas été dit, ça n'a pas été écrit. Interrogez-vous sur les questions que vous me posez. On vous pose des questions à partir d'un livre de 200 pages qui résulte de 2 ans d'enquête de deux journalistes éminemment sérieux. C'est vraiment très difficile parce que vous venez précisément de me poser une question pas à propos du livre, mais vous venez précisément de me dire pourquoi vous avez rompu avec Jérôme Guedj et je vous ai fait une réponse. Et je vous ai fait une réponse. C'est aussi dans le livre. Manuel Bompard. Vous voulez pas entendre ma réponse, donc après me dites pas que je réponds pas à vos questions. Aussi, donc dites-nous. Madame, Jérôme Guedj a fait un choix, c'est son choix politique, je ne le commente pas, qui est y compris le choix, par exemple, aux élections législatives de 2024, de se présenter sous une autre étiquette. C'est le choix qu'il a fait. Il le dit lui-même. C'est pas être infamant de dire ça. Donc ne commencez pas votre question en disant pourquoi vous avez rompu avec lui alors que c'est lui qui a fait le choix de rompre avec nous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Manuel Bompard, parce que pourquoi vous voulez que on a compris que vous ne répondriez pas. Mais ne dites pas ça. J'ai répondu à toutes vos questions, madame. Mais plus globalement, c'est juste que vous posez des questions qui sont des questions mensongères. Puisque ce livre concerne votre mouvement, la France Insoumise, est-ce qu'il est possible d'être insoumis non mélenchoniste dans ce mouvement? Mais ça veut dire quoi, insoumis non mélenchoniste? On explique que les insoumis, c'est un mouvement. Jean-Luc Mélenchon lui-même dit faites mieux, et il a pris ses distances avec le fonctionnement. Est-ce que c'est possible d'être insoumis, puisqu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont été pas exclus. Mais à la France Insoumise, il n'y a pas de mélenchonisme. Je ne sais quoi, il y a des insoumis en fait. Non, mais est-ce que c'est possible d'être insoumis non mélenchoniste? Non, mais ça c'est votre grille de lecture, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire?
Est-ce qu'à la France Insoumise, les gens... Est-ce que vous tolérez qu'il y ait des opposants à l'intérieur de votre mouvement? Mais je vous ai dit tout à l'heure, précisément, par exemple, qu'on a fait adopter un texte stratégique et qu'il y a des gens, évidemment, qui n'étaient pas d'accord avec ce texte stratégique, ils ont voté contre et ils sont toujours à l'intérieur de la France Insoumise. Qu'est-ce que vous voulez me faire dire? Il y en a quand même beaucoup qui sont partis. Mais non, mais d'accord, mais monsieur... Non, mais attendez, vous voyez, je pense qu'on pourrait faire toute la nuit. Commentaire à la fin. C'est pas du petit commentaire. Mais vous m'avez posé une question simple. Est-ce qu'on peut être en opposition à l'intérieur de la France Insoumise? Je vous réponds oui. Je vous en fais la démonstration et vous me répondez oui, mais il y en a d'autres qui sont partis. En fait, vous voulez pas ma réponse. Vous voulez que ce soit votre version des faits qui s'applique, quoi. Je apprends votre réponse. Pourquoi vous me... Parce que vous l'agrémentez d'un commentaire postérieur. Merci. Vous aussi, vous faites des commentaires. Non, j'essaye de pas le faire. On va s'arrêter là. Merci en tout cas. Je veux quand même dire aux gens qui nous écoutent pour que tout le monde soit aussi informé, madame, c'est que on a calé cette émission il y a 3 jours, et on avait, y compris cet après-midi, discuté des thèmes que nous allions aborder aujourd'hui. Et on avait prévu, par exemple, de parler de la situation d'ArcelorMittal. On avait prévu, par exemple, de parler des annonces qui ont été faites ce matin de fermeture d'entreprises et de suppression d'emplois dans le commerce. Et je vais vous dire, on avait prévu aussi de parler de votre rendez-vous aujourd'hui avec François Bayrou sur la proportionnelle. On avait prévu de parler du référendum sur le budget de proposition de François Bayrou. Donc, on avait prévu de parler de Boualem-Sansal également du vote. Aujourd'hui, la France Insoumise qui a voté en partie contre, à 27 députés qui a voté contre cette résolution. On avait prévu plein d'autres sujets. Et on a été débordés, on n'a pas eu le temps. Je suis navrée. Je le dis juste aux gens qui nous écoutent, parce que je voudrais pas qu'à la fin on me reproche de venir parler uniquement des affaires internes de la France Insoumise, parce que moi, ma volonté aujourd'hui, c'était de parler des problèmes que rencontrent les Françaises et les Français. Et c'est le cadrage de votre émission qui m'a empêché de le faire, et je le regrette. Monsieur Bompard, avant vous, il y avait Monsieur Woerth qui lui-même pensait qu'il allait parler de François Bayrou, et il n'a pas parlé de François Bayrou. Il s'en est pas plaint en direct à l'antenne, ça arrive. Moi, je le fais parce que je veux pas qu'à la fin, les gens qui ont écouté notre émission pensent que ce qui m'intéresse dans la vie, c'est la France Insoumise. Moi, ce qui m'intéresse dans la vie, c'est les problèmes auxquels sont confrontés les Français. Et je pense que c'est dommage qu'on ait pu en parler parce que j'avais beaucoup de réponses à apporter sur ce sujet. On a été pris par le temps, Manuel Bompard. Mais moi, je vous propose une chose. Revenez demain, et demain, on poursuit cette interview et on parle de tous les sujets dont on devait parler ce soir. Ce serait avec plaisir. Mais malheureusement, il se trouve que demain... Il y a football. Voilà, il y a foot. Je suis à Marseille, dans ma circonscription, vous m'en voudrez pas. Mais ça me paraît important de le dire. Moi, je souhaite qu'on puisse parler aussi des problématiques concrètes auxquelles sont confrontés les gens aujourd'hui. Malheureusement, il y a beaucoup de souffrances, il y a des fermetures d'emplois, il y a une hécatombe de plans de suppression d'emplois sur le sujet. J'ai des propositions politiques à faire sur ce sujet. Et je regrette qu'on passe notre temps à la place à commenter ce qui me paraît être une fiction plutôt que de parler de ces problèmes-là. Et je voulais vous le dire parce que je pense que c'est important que les gens le sachent. Et je tiens à vous remercier d'avoir joué le jeu. Parce qu'effectivement, vous êtes venu pendant 40 minutes, vous savez le format, vous connaissez le format de l'émission et vous avez joué le jeu. Donc merci d'être venu. Je vous en prie, madame. Ce soir. Et je précise d'ailleurs que les journalistes de la Meute seront les invités demain de Benjamin Duhamel et ils pourront répondre à vos interrogations que vous avez soulevées tout à l'heure. Non, je crois pas. Si, tout à l'heure quand vous me disiez ils m'ont pas interrogé sur un épisode me concernant. On verra. Non, sur aucun épisode me concernant. On leur posera Allez, la question. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup Manuel Bompard.